Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Bernard Saunier qui vient nous présenter son livre Obsession parisienne. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet Êtes-vous dans la lune? Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous propose comment vivre le rejet. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale. C'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'accueille maintenant Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Salut Bernard, tu nous amènes quelque chose d'intéressant aujourd'hui à l'émission. Un premier livre. On savait déjà que tu es un auteur, mais c'est en fait, on dit un premier livre, mais c'est aux éditions H. J'avais édité sur une autre forme. C'est pas la même chose, mais... Mais là, tu as un vrai livre là, que tu nous amènes qui porte le titre Obsession parisienne. Un beau titre d'ailleurs. Puis on dit que c'est un récit. Préface d'ailleurs d'Édouard Lachapelle, qu'on connaît bien tous les deux. Oui. Alors Bernard, on veut tout savoir sur ce livre-là. D'abord, pourquoi? Pourquoi un livre? Surtout en fait, dans nos années où il y a de moins en moins... il n'y a pas de moins en moins de livres, mais il y a beaucoup d'électronique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le livre par rapport à l'édition virtuelle, Internet, ces choses-là. Le livre, il date quand même, puis c'est l'expérience d'éditer un livre, de l'écrire aussi. Ouais. Parce que ça part... Ce livre-là est parti de mon désir de retourner faire un voyage à Paris. Oui, parce que tu t'aimes, je pense, assez pas mal Paris. En fait, j'aime beaucoup Paris. Tu es allé quelques fois en France aussi. Tu es allé plus souvent. T'es allé plus souvent que moi, je suis pas allé donc en France, alors tu es allé plus souvent. Mais pourquoi obsession parisienne? Parisienne parce que c'est Paris, puis ça... si vous le lisez, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Je veux pas vous l'expliquer. Non, c'est sûr. Faut le lire pour le comprendre, puis... À date, je l'ai fait lire à quelques personnes, puis ils ont compris c'était quoi l'obsession de parisienne, c'était de quoi il s'agissait. Parle-nous du volume. D'abord, c'est un beau format. Le volume, c'est un format de livre de poche, je te dirais. Ouais. Ça a 100 pages. Ouais. Il y a un numéro de... C'est un vrai livre. Là. Oui, c'est un vrai livre. Le copyright, le ISBN, tout ce qu'il faut. Puis la photo vient d'où? La photo, c'est moi qui l'ai pris. OK, parce que c'est beau, c'est vraiment... C'est les toits vus de l'hôtel. Oui, c'est ça. Puis, mais est-ce que tu avais le projet... Je sais que tu écrit beaucoup, puis ça fait longtemps, je pense, depuis le début de l'Internet, tu étais un des premiers... en tout cas, un de ceux qui ont écrit beaucoup à travers les années. Tu avais pris une légère pause, je pense, de ton blog Le Goulag, là, entre autres pour écrire ça. Mais l'écriture, pour toi, c'est important. Tu nous l'as déjà dit à l'émission. Oui, c'est toujours important. C'est une chose que... Comment je te dirais? C'est ça. Je reste attaché à ça. Ouais. C'est ça qui me tient. C'est un peu comme ta nourriture, chez un certain point. Oui, la nourriture. Dans le sens que toi, il faut que ça soit quand même quotidiennement. Si c'est pas ça, je sais pas qu'est-ce que je fais. L'écriture a été salutaire pour toi, en fait. Si on veut, mais en même temps, ça... Comment dire, c'est demandant aussi, là. C'est pas... Puis j'ai pas les prétentions d'être Marcel Proust ou Balzac ou Stendhal ou Victor Hugo, là. J'ai pas Mais en même temps, la réalisation de faire ça, c'est pas un éditeur qui est venu te voir et qui dit écris ça. Non, il y a ça aussi. Toi, t'es allé toi-même. Là. C'est moi qui est allé. Parce que dans mon histoire, dans ce que je fais, dans ce que j'écris, j'ai essayé d'avoir des fonds, c'est long, ça se peut pas pour te faire dire non. Ouais. J'ai pas eu de fonds, j'ai dit qu'il m'a le faire à mon compte, puis advienne ce que pourra. Là, puis tu es là à fond, puis tu dis, ben écoute, je le paye. Ça, puis, je le paye, je le fais, puis... Mais est-ce qu'il y a une technique, comment tu mets ça en place, écrire un livre, il faut quand même avoir une structure. Écrire un livre, il faut avoir beaucoup de matériel, je dirais, il faut écrire beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir lu Oui, pour écrire, il faut toujours... Avoir lu beaucoup. Quelqu'un qui écrit, puis qui n'a jamais lu, ben, tu sais... À quelque part, j'ai quelques doutes là-dessus. Parce que dans le fond, tu as quand même une idée comment un récit se fait. Tu en as sûrement lu plein de récits. En fait, c'est très différent. Il y a ça aussi, ce livre-là. Contrairement à plusieurs livres sur la santé mentale qu'on peut lire, pas que je dénigre ça, les gens ont le droit de faire ça,
de parler de leur maladie, puis de parler de leur... Moi mon livre n'est pas... c'est un récit, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychiatrie, c'est mon vécu à moi, comment je vois ça, comment j'ai vu ça, comment j'ai vécu ça, puis comment j'interprète tout ce que je vis à travers ça. Ouais. L'espèce d'angoisse avant de partir, la COVID, tout ça, je l'ai mis en mots. Comme je te disais, ça prend bien des... Pour faire 100 pages, ça prend bien des pages. C'est-à-dire que t'en flushes à un moment donné? Plein. Mais comment t'as fait pour t'auto-éditer? Il faut que tu te relises. Ça, c'est pas bon, ou ça, je garde ça? Ou, non, moi, ce que je faisais, je me relisais puis je notais. Ce que je gardais, je l'écrivais. OK. Une fois, 2 fois, peut-être. Tu as fait ça à la main? Tu as fait ça à l'ordinateur? Oui, à la main. À la main, OK. Puis il y en a beaucoup encore qui écrivent à la main puis qui sont... il faut que ça soit retapé par quelqu'un. En fait, je l'ai fait à la main, mais je l'ai tapé à l'ordinateur. Tout ce job-là, c'est moi qui ai tapé ça. C'est ça, c'est pas t'envoies ça à l'éditeur puis il te corrige. C'est ça que je pensais cette semaine en prenant le livre. Si j'étais un vrai auteur, j'aurais pas besoin de faire ça. Probablement, t'enverrais ça et t'attitrerais quelqu'un pour, je sais pas, repasser. Puis, il y en a un qui aurait une job, qui vendrait le livre ou qui le distribuerait. Ouais. Mais là, c'est moi qui fais ça. Mais c'est pas... comment je te dirais, c'est pas de bandette, c'est pas une chose qui est bien frustrante. Non. C'est plaisant. En gros, depuis le moment que tu as commencé à écrire jusqu'au moment que tu as eu le livre dans tes mains, ça a pris combien de temps? Est-ce que tu as calculé? Jusqu'au moment où je pense que ça a pris une dizaine de mois, peut-être. OK, presque un an quand même. Presque un an. C'est ça. Mais tu avais une idée sûre de ce que... Est-ce que ton idée... En fait, j'avais l'idée de Paris. OK. Tu n'avais pas nécessairement l'idée de ça va aller dans quelle direction? C'était le voyage à Paris. Okay. C'était l'idée de Paris, le voyage à Paris. Ce qui arrive avant, ce qui arrive... Mais c'est pas écrit comme ça. Attends, vous allez voir, il faut le lire. Vous allez voir, lisez. Je veux pas vous le raconter. Non, tu peux pas nous raconter. non, mais moi, je suis intéressé de savoir, quand tu es parti, est-ce que tu avais une idée de ce que ça allait donner? Est-ce que tu savais que ça allait être un récit, d'abord, sûrement? Ce format-là, tu t'en allais pas dans toutes sortes de directions, tu savais le sujet. Souvent, de toute façon, c'est souvent ça ce que j'écris. Je suis pas très bon en fiction, je suis pas un grand... Tu parles de ton expérience à toi. Je parle toujours de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que... Et sans dévoiler, je sais pas si tu le mentionnes dans le livre, mais qu'est-ce que Paris représente pour toi? Est-ce que c'est sûr que c'est une grande ville? Là, Paris, c'est la ville de l'histoire, c'est la ville des arts. T'es un amateur. La ville de Georges Brassens, la ville de Léo Ferré, la ville de Jean-Paul Sartre. C'est sûr que c'est avant nous, là, mais ils ont quand même marqué leur époque. Puis Paris, c'est cette ville-là. On va voir un peu ça, même si ça n'existe plus. Quand on y va, on peut essayer de voir ce qui se passait là à cette époque. Ça fait quelques fois que tu vas en France. Est-ce que tu te sens un peu chez toi, là-bas à Paris, surtout? Ben, je te dis, j'ai une petite anecdote qui n'est pas dans le livre que je peux vous raconter. J'ai eu la chance de voyager avec Pierre. Oui, notre collaborateur au son. Pierre aussi, était parti pour la deuxième semaine. J'étais là la deuxième semaine, puis à Paris, il y a une tour qui s'appelle la tour Montparnasse. Ça fait que je suis allé à la tour, puis je suis monté en haut. Là, je regardais, je trouvais c'était une belle vue. Là, c'est beau. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est que je suis revenu, là, j'ai pris une rue, puis il y avait une espèce de kiosque à journaux. Puis moi, j'avais dans ma tête, faut que j'achète un Picsou. Je sais pas si tu connais le Picsou. Ouais. Qui a eu du succès à une certaine époque. Dans notre enfance, c'est fort. Oui, Picsou, c'est connu. Ouais. Ça existe encore. Ça fait que j'arrête au kiosque de magazines, de journaux. Ouais. Là, je regarde ça, je trouve pas. J'ai demandé au gars, j'ai dit... En fait, j'ai pas demandé Picsou, j'ai demandé Mickey Mouse. J'ai dit, t'as-tu des choses avec Mickey Mouse? Ah, il dit, regarde là, il monte ça en bas. Puis
Puis là, je regarde ça, je trouvais ça intéressant. Je regarde ça. Ah, un Picsou. OK, t'as trouvé sur place. Je l'ai trouvé là, je l'ai acheté. Ouais. Là, je suis continué, j'ai arrêté un peu à... Il y avait une espèce de roulotte, un peu comme une anonyme à Montréal pour les itinérants. J'ai arrêté là un peu pour voir, tu sais. Puis prendre le pouls un peu Prendre le pouls de ce que c'est. Des citoyens de ce ça, coin-là. Évidemment que c'est comme à Montréal, les gars qui sont pognés dehors, ils n'ont pas envie de te faire la conversation. C'est ça. Trop, c'est à peu près la même réalité que c'est ça, ici, c'est ça. Puis là, j'ai arrêté là. Ensuite, je suis rentré à l'hôtel. Puis là, il faisait très beau. C'était en fin d'après-midi. Puis en rentrant dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. On avait cette vue-là. Ouais, qui est sur le... La fenêtre était ouverte. Ouais. Puis plutôt que de m'asseoir dans un... Il n'y avait pas de fauteuil, il y avait un pouf, puis il y avait un lit. Plutôt que de m'asseoir sur le pouf ou sur le lit, je me suis assis à terre sur le tapis devant la fenêtre avec mon Picsou. Puis là, tu ne créeras pas, là. Je suis tombé bien, mais bien, ça faisait des... T'étais comme en transe, quasiment? J'étais pas en transe, là, j'étais bien. T'étais dans un environnement, c'était comme parfait, là. C'était comme... À deux doigts du bonheur. Ben oui, ça n'a pas duré, ça malheureusement, mais c'était assez extraordinaire comme sensation. Là. Ça montre encore qu'il y a des choses de la vie de même qui peuvent nous rendre heureux. Tu sais, dans le fond, c'est un petit geste. Tu vas acheter un Picsou que tu cherchais, puis tu le lis à Paris. Avec la fenêtre ouverte en regardant le paysage. C'est ça. Puis il faut comprendre que comme tu dis, le bonheur, il est pas... Tu sais, des fois, ça va pas trop bien ici, puis je me rappelle des choses où j'étais en voyage, où on a passé, où on est allé, ce qu'on a fait. La sagesse de trouver des petits bonheurs comme ça. Exactement. Ça, toujours ramener ça plutôt que de dire... la vie est pas belle, puis il se passe ci, puis il se passe ça. Dans le fond, c'est à nous autres à créer des fois notre propre bonheur. Exactement. Mais c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ils peuvent pas le puiser à l'intérieur d'eux. Mais il faut essayer. L'écriture est ça aussi. Hein? Il y a une recherche de bonheur dans l'écriture. Ouais. Pour moi, en tout cas. Ouais. Avant de terminer, Bernard, je veux rappeler le titre, c'est Obsession parisienne, un récit de Bernard Saunier, toi-même. Pour l'avoir, pour l'acheter, il y a une seule façon, c'est en te contactant directement, n'est-ce pas? Oui, au b.saunier en commercial sympathico.ca. C'est une adresse courriel. En t'écrivant, à ce moment-là, tu vas pouvoir indiquer aux gens comment faire. Comment procéder. Le livre, le volume, tu le vends, je pense, autour de 20 $20, oui. Mais si je vous le passe, c'est $3 de plus. C'est ça, exactement. Mais on va mentionner ton adresse aussi dans notre section mentionnée à l'émission, là, dans le site antenne.qc.ca. On va rementionner ça, b.saunier à commercial, sympathico.ca, ton adresse courriel. Merci beaucoup, Bernard. Bonne chance. Félicitations surtout pour ton livre. Il est très beau. Puis je te souhaite beaucoup de succès avec. Alors, merci d'avoir été avec nous à Folie Douce. Ça me fait plaisir. Salut. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous sommes maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous poses une question. Êtes-vous dans la Lune? Êtes-vous dans la Lune? C'est arrivé à tout le monde d'être dans la Lune. Ben, j'imagine. Toi ça t'arrive? Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé. Idéalement, pas en conduisant. Parce que c'est quand même dangereux. Ouais. Mais en fait, oui, c'est un peu rêvassé des fois être dans la Lune. Hein. Ouais. Mais des fois, ça m'arrive au mauvais moment. Je peux être... je sais pas moi, à la banque, puis là, je suis dans la Lune, puis je fais pas exactement ce que je suis supposé faire. Ouais. Des fois, ça va provoquer des ennuis comme ça. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé 2 articles intéressants sur le sujet. Le premier article, c'est un article sur Internet qui s'appelle « Facilement distrait, un atout insoupçonné ». C'est sur le site psychologue.net et c'est écrit par le comité psychologue.net. Une anecdote, juste pour très vite, là, c'est quand j'étais plus jeune, des fois j'étais dans la Lune, je me souvenais pas où je m'en allais en auto, puis je me ramassais à une place que je voulais pas aller. Ça m'arrive à ça m'arrive plus, mais ça m'est arrivé souvent dans le passé. Des fois ça vient avec la fatigue aussi.
Alors, oui, cet article commence en disant « Êtes-vous souvent dans la Lune? » En général, cela est mal perçu et on a tendance à penser que les personnes tête en l'air sont moins dignes de confiance et moins compétentes. Souvent, on les tient pour responsables de leur étourderie et cela peut les culpabiliser et ainsi progressivement briser leur confiance. Pourtant, selon le psychiatre et psychanalyste Samuel Lepastier, les étourdis ont de grands points forts et avantages. Pour lui, le premier avantage est que les autres finissent par faire le travail à la place de la personne. Certes, cela peut être pratique lorsqu'on a beaucoup de travail afin de se débarrasser de tâches qui ne nous plaisent pas. Donc, un truc là, pour faire le travail par quelqu'un d'autre. Tu passes pour un gars qui... Ça semble que t'es dans la lutte. Ouais. Tu fais semblant d'être un gars dans la Lune, oui. Ouais. Mais ça peut être pénible, car personne n'aime être infantilisé et vu comme un incapable. D'autant que certaines personnes de l'entourage peuvent penser que c'est une façon de les manipuler. Or, selon les psychanalystes, les étourdis ne sont pas manipulateurs ou alors de manière inconsciente. Selon Samuel Lepastier, un second avantage de l'étourderie, c'est que l'on va aller au bout de son potentiel et se rendre compte de ses capacités lorsque l'on va devoir remuer ciel et terre pour réparer une erreur commise par inattention. On apprend ainsi à se connaître et à apprendre à gérer des situations sous la pression. D'ailleurs, l'étourderie est en général cantonnée à un milieu que l'on sait en mesure de gérer, par exemple le travail. Pour beaucoup d'étourdis, être tête en l'air est un problème quotidien. Les exemples peuvent être multiples entre la perte des clés, ne plus savoir où on a garé sa voiture ou encore l'oubli de dossiers à rendre. On peut parfois avoir envie de se flageller. La première réaction est alors d'essayer de doublement se concentrer pour ne rien oublier. Or, pour Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur en neurosciences, il nous dit « Il ne faut surtout pas se dire « je dois faire attention ». En effet, le cerveau se retrouve alors à effectuer 2 tâches à la fois, ce qui double notre risque de distraction. Les recherches ne s'accordent pas réellement sur l'origine de l'étourderie. D'après certains résultats, il s'agirait d'un simple souci de concentration. Mais pour d'autres, les personnes tête en l'air seraient celles dont le cerveau est en constante ébullition. La distraction aurait pour fonction de court-circuiter cette ébullition en se concentrant uniquement sur les tâches que le cerveau considère comme importantes ou qui reflètent nos désirs profonds. C'est très certainement pour cela que tant d'esprits brillants comme moi et toi... Ouais, hein? on est humble en passant. C'est pour cette raison que nous sommes très étourdis. Concentrés sur une tâche constante, une passion, leur esprit met de côté tout ce qui n'est pas utile. Ouais, c'est un peu comme un ordinateur qui va retrancher... Tâche un peu les... Oui, qui fait du ménage un peu, si on peut dire. Exactement. Ouais. Alors, cependant, beaucoup s'accordent à dire que les distraits oublient souvent le même type d'objets, souvent personnels, comme les papiers d'identité, les clés, l'argent, comme un moyen de se prouver que l'on existe autrement que par ces possessions matérielles qui ne nous définissent pas réellement. D'ailleurs, avez-vous remarqué que l'on a moins tendance à perdre les objets qui ne nous appartiennent pas et que l'on y fait même plus attention? Ouais, c'est drôle. Hein? Quand quelqu'un nous prête quelque chose, on fait plus attention. On est plus responsable. Ouais. Pour le psychanalyste Jean-Pierre Winter, il nous dit, dans une société où tout est sous contrôle, être distrait peut aussi se concevoir comme un moyen de décrocher, entre guillemets, et de se sentir libre. J'ai toujours pensé que les rêveurs, tu sais, les gens qui sont un peu créatifs puis dont ils ont, qui ont beaucoup d'idées, tout ça, j'ai l'impression que souvent, même à l'école, souvent, on voit ces gens-là, tu sais, qui ils se perdent un peu dans leurs idées, mais il y a quelque chose de positif, de créatif là-dedans. Oui, mais tu vas voir, on va y arriver à ces gens-là. Pour les psychologues, être étourdi n'est pas un hasard. Il peut en effet s'agir d'une soupape de sécurité et une manière de mettre de côté des responsabilités qui nous écrasent, une manière de se protéger finalement. Par exemple, on aura facilement tendance à mal juger un parent qui oublie plusieurs fois son enfant à l'école ou à la piscine, etc. Pourtant, cela ne signifie pas que l'on est un mauvais parent, mais plutôt qu'on a du mal à porter la responsabilité de la parentalité, souvent à cause d'une histoire personnelle. Pour mieux vivre avec son étourderie, il existe quelques astuces toutes simples à appliquer au quotidien.
Premièrement, notez dans un carnet à chaque fois que vous avez une absence, que vous êtes distrait. Rappelez-vous bien de ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui vous a distrait? Qui vous a distrait? À quel moment précis est-ce arrivé? Qu'étiez-vous en train de faire? Vous vous rendrez ainsi compte que vous avez subi un événement comme par exemple un bruit ou l'arrivée d'un collègue, etc. Mais je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission, à moins que j'oublie. Ce sera pas trop dans la lune. Ouais. C'est ça, on va poursuivre ça effectivement à l'Espresso allongé, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission, Catherine Stassin, notre collaboratrice, nous propose sa chronique « Comment vivre le rejet ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « Êtes-vous dans la Lune ?» Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes une nouvelle chronique qui, en fait, on se pose un peu la question comment faire face ou comment vivre le rejet, en fait. Ça arrive qu'on peut vivre un rejet, des rejets. On peut vivre un ou plusieurs rejets. Selon... On peut vivre des rejets amicaux, familiaux, professionnels, amoureux. En général, c'est un peu plus difficile, mais un rejet familial, ça peut être tout aussi difficile, que ce soit dans une fratrie ou que ce soit par des parents ou au niveau professionnel, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder le rejet dans toutes ses facettes. Et on va essayer de voir, mais comment est-ce qu'on peut essayer de... pas l'affronter, mais disons un petit peu se l'approprier et dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est ce rejet et comment je peux vivre avec. Je peux faire quelque chose qui est chouette, c'est qu'on va voir qu'il y a moyen de surmonter le rejet. C'est pas tous les jours qu'on parle de ça, mais c'est vrai qu'on a tous à vivre ça un jour ou l'autre, que ce soit, comme tu disais, à l'emploi, dans une relation amicale ou amoureuse ou autre. Là. Tout à fait. Je pense que je ne connais encore personne qui n'a pas vécu un rejet, que ce soit professionnel ou autre. Et tout va dépendre, évidemment, comment on va le vivre. Ouais. Le rejet, c'est la manière dont on va réagir qui va un petit peu déterminer si on va en souffrir ou pas. Et si on en souffre, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui va... disons, réouvrir cette cicatrice. Moi, je vois ça comme une blessure cicatrisée ou pas. Bien cicatrisée ou moins bien cicatrisée ou pas cicatrisée du tout. Donc, on peut peut-être bien accepter certains rejets et pas d'autres. Donc, tout ça dépend évidemment de notre passé. Et là, c'est à chaque personne de faire un petit peu son introspection. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler du passé, parce que ça, c'est tout un programme, toute une chronique qui pourrait y être consacrée. Mais on va essayer de voir comment je peux arriver à surmonter cette épreuve, parce que ça peut être une épreuve. Donc, comment faire pour un petit peu guérir cette cicatrice et faire que ce soit une belle cicatrice qui, s'il y a d'autres blessures sur cette même cicatrice ou dans la zone de cette cicatrice, eh bien, on arrive quand même à passer le cap. Oui, effectivement, parce que ça peut être effectivement très difficile à vivre. Donc, ça va certainement nous donner des trucs. C'est toujours positif, en fait, tes chroniques. Alors, on va sûrement encore avoir de très bonnes façons de voir les choses. C'est une question d'attitude, hein, comment on voit les choses. On peut être affecté par ça ou on peut prendre contrôle un petit peu plus. Sur, Voilà. Et puis, ce qui est frappant, c'est que on va mieux comprendre le rejet qu'un ami peut subir, qui nous parle peut-être qu'il a été rejeté professionnellement pour telle ou telle raison,
Et on va relativiser beaucoup plus facilement qu'un rejet, par exemple, amical ou familial ou amoureux qui nous concerne. C'est ça. Donc là, on observe beaucoup mieux la situation. Donc c'est sûr que c'est important d'effectuer cette introspection, de se faire aider, d'aller comprendre son passé. Mais donc, je vais revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est vraiment comment est-ce que je peux un petit peu faire face concrètement. Concrètement, première chose, c'est se valoriser, s'auto-complimenter. Comment peut-on se donner de la valeur? Ça peut être tous les jours, tout simplement, et ça peut faire rire certaines personnes qui n'ont pas ce problème. On peut tout simplement, plutôt que quand on fait tomber quelque chose, par exemple en cuisinant, plutôt que de s'injurier, Et de dire souvent, et on se traite un petit peu de certains noms, arrêtez de faire ça et allez dire, mais dans le fond, c'est pas grave, t'as essayé ta recette, au moins t'as cassé quelque chose, ou bien t'as essayé ta recette, elle est ratée, mais au moins tu as essayé. On va essayer d'aller chercher de la valeur dans ce qu'on fait, plutôt que de chaque fois se dire, j'ai raté quelque chose, j'ai cassé quelque chose. Ou tous les grands chefs cassent quelque chose dans leur tête. Certainement. Lui, il peut avoir un certain encouragement de dire, ben, je suis pas pire qu'un grand chef. Là, je pense qu'il faut, il faut vraiment se donner de la valeur, parce que c'est aussi un des fondements pour se remettre en selle. C'est une image un petit peu spéciale, on va dire, la se remettre en selle, mais disons vraiment s'approprier le rejet vécu et se dire, mais non, moi j'ai une certaine valeur. Parce que si on vit mal un rejet, en général on dit, oh oui, mais c'est de ma faute, j'ai tout mal fait, c'est moi qui le mérite, et un tas de choses comme ça, alors que pas du tout, il faut prendre il faut vraiment relativiser. Et la rééducation, entre guillemets, pour soi-même, elle peut commencer en effet en se disant, je vais me donner de la valeur. Chaque petite chose que je vais faire, je vais me donner de la valeur. On peut choisir. On peut faire ça dans des terrains plus sensibles. Bon, par exemple, moi, je casse beaucoup de choses dans la cuisine. Ah oui? Et je peux... C'est une habitude, là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pourrais me dire, en effet, là, je veux chaque fois me féliciter quand je casse pas quelque chose. Par exemple? Ou quand j'ai rien cassé, que je casse une chose une fois dans la semaine. Alors, on peut se dire, c'est intéressant, bravo. Alors, ça peut être évidemment dans un sport. Ça peut être en marchant pour aller au travail et se dire, bravo, t'as marché pour aller au travail, t'as pas pris le bus, ça va te faire du bien, etc. Ouais. Donc, se donner de la valeur pour chaque petite chose qu'on s'approprie et on doit commencer surtout par des petites choses. C'est sûr que si tout de suite je me dis, ah là, il me faut que je fasse 1 mois sans rien casser ou 1 mois en allant tout le temps à pied au travail, c'est sûr que je vais avoir des échecs où je vais chaque fois me dire, je vais me dévaloriser. Donc, il faut commencer tout petit et se dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai rien cassé. Peut-être aujourd'hui, je suis allée à pied au travail, c'est déjà fantastique. Donc, de prendre un peu nos travers, puis d'essayer de se... Ben, parce que ça, dans le fond, c'est de prévoir qu'il va y avoir éventuellement des rejets, mais... Voilà, et c'est des travers auxquels on est sensible aussi, d'accord? C'est sûr que si on prend un défaut auquel on n'est pas du tout sensible et on aura un rejet par rapport à cette qualité ou cette compétence ou quoi, on ne serait pas du tout ému. Donc, on ne va pas aller trop chercher là-dedans. On va aller chercher des petites choses qui nous touchent. Ouais. D'accord, on va essayer de faire ça. Alors, ça, c'est une chose. Déjà, si on arrive à passer ce cap de la valorisation de soi-même, on peut petit à petit aussi essayer de prendre sa place. Alors, ça paraît grand, de nouveau, prendre sa place, mais de nouveau se donner des petites épreuves, des toutes petites épreuves, comme l'exemple d'une réunion de travail où on va oser dire ce qu'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire d'habitude. On se dit, mais pourquoi ce ne serait pas plus bête ou moins bête que la parole d'une autre personne? On va oser effectuer une intervention, peu importe les réactions. D'accord? Donc, se donner des toutes petites épreuves comme ça, des choses qu'on n'ose pas faire d'habitude, où on a peur d'un jugement, on a peur peut-être d'un rejet aussi. Ouais. Donc, des petites épreuves de ce style-là. On peut aussi, si c'est une difficulté, pour nous, exemple, moi, c'est quelque chose avec quoi je n'ai pas facile, c'est quand je vais à un supermarché et que je regarde le reçu, s'il y a une erreur quelconque, aller réclamer ou aller dire quelque chose qui ne va pas.
où on a acheté quelque chose et ça ne fonctionne pas, il faut retourner, il faut réclamer. Donc, tout le monde n'a pas facile avec ça. Donc, c'est des petits exemples que je vous donne. Évidemment, ça ne doit pas être exactement ce que vous allez faire, mais vous allez faire des mini-exercices avec les choses pour lesquelles vous avez des difficultés ou qui pourraient donner lieu à un rejet que vous prendriez mal. Oui, si c'est ça. Dans le fond, on veut se prémunir contre toutes ces choses-là et on connaît un peu nos faiblesses, on connaît nos travers. Donc, en faisant ça, en prévenant ça, ben, j'imagine si ça arrive, ben, on va être déjà plus confiant envers soi-même. Là. On va être plus confiant envers soi-même et c'est l'idée, en effet, dans la valorisation, prendre confiance et aussi prendre sa place, ça veut dire qu'on va oser être qui on est. Oui. On est qui on est. Oui, il faut se connaître. Il y aura des rejets. Oui, mais il faut bien se connaître, il faut savoir quels sont nos travers, quelles sont nos forces, quels sont nos... Puis on l'accepte, on est Exactement. nous-mêmes. Hein. Donc, il y aura encore des rejets et on doit se préparer à ça, mais on doit aussi les accepter en se connaissant bien. Ça, c'est l'introspection, c'est l'étape précédente. Il n'y a personne de parfait, puis il faut en avoir conscience. Oh mon Dieu, non, personne n'est parfait. C'est correct, sinon ça serait plate. Là, ce serait plate, ce serait très mécanique, en effet. Donc ce ne serait pas extraordinaire, les relations humaines. Non, c'est plus amusant comme ça. Même si ça fâche les gens, ça peut être amusant, en effet. Oser dire stop et s'affranchir de regard des autres. Mon Dieu, que c'est pas toujours facile. Ouais. Oser dire stop et... peut-être se poser aussi lors de l'introspection, mais aussi dans les épreuves, les mini-épreuves où on va dire « j'essaye de prendre confiance, je vais me valoriser, j'essaye de prendre ma place, etc. » Aussi de se dire « mais dans le fond, ces rejets ont eu lieu dans quelles circonstances? Est-ce que, dans le fond, il n'avait pas un tout petit peu raison? Si c'est par exemple professionnel, est-ce que dans le fond, oui, j'étais pas mauvaise, mais... est-ce que j'étais vraiment à ma place? Est-ce que dans le fond, j'aime ce que je fais ou je serais pas mieux de faire peut-être autre chose? Parce que dans le fond, je donnerai jamais satisfaction parce que dans le fond, je suis pas toujours à ma place. Je dis pas, certaines personnes vont vivre un rejet et sont à leur place. Ouais. Mais on peut aussi se poser cette question-là. Est-ce que je suis en train de faire ce que j'aime vraiment quand je vis le rejet? Ou est-ce que je suis avec la personne avec qui je veux être? Oui. Ou est-ce que cette personne ne me convient pas dans le fond? Donc, des fois, ça vivre peut, le rejet, c'est peut-être pas plus mal de me dire, mais c'est peut-être mieux que je ne sois pas avec ce genre de personne. C'est peut-être positif, finalement. C'est peut-être une prise de conscience que ça éveille. Là. En effet, ça peut être une prise de conscience et il faut vraiment la travailler, idéalement à se faire accompagner, évidemment. On ne se lance pas des défis comme ça. On peut essayer tout seul si le rejet n'est pas trop fort, mais si on vit des choses qui nous plongent dans des états vraiment pas très heureux, il faut essayer d'aller se faire accompagner. Il y a toujours les références de l'ordre des psychologues et d'autres références sur notre site et sur la chronique. Et donc, ce qui est important, c'est, comme je disais, arriver à vraiment mettre des limites à qui on est et prendre notre place donc et oser être qui on est, vraiment. Ça, c'est important. Et prendre confiance en soi, ça va, la prochaine fois qu'on aura un rejet qui nous blessait tant dans le temps, on ne va plus le vivre de la même manière parce qu'on aura compris aussi la mécanique du rejet et compris d'où il vient ce rejet et comment on peut y faire face. Et peut-être que si on a quelqu'un de confiance près de nous, peut-être que des fois de valider, effectivement, est-ce que c'est vraiment un rejet? Est-ce que j'exagère Voilà, ça c'est une excellente suggestion. On n'a pas tous quelqu'un de confiance, mais il y en a certainement des gens qui peuvent... Oui, ça peut être une amie, ça peut être le conjoint, ça peut être quelqu'un de la fratrie ou un collègue proche. C'est très bien de se dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ma situation? C'est certain qu'il faut être en confiance. Et la personne va être plus objective que vous dans la situation. Des fois, on est trop pris par ça. Oh puis oui, on est très pris. On se fait une montagne de cette histoire-là, mais c'est peut-être pas si grave, ou peut-être ça l'est, mais c'est bien de valider. Hein. Exactement. Je pense que c'est une très bonne idée, ça, de parler également à une personne de confiance. Il nous reste environ 30 secondes. On aura les liens, de toute façon, sur notre site, dans la section mentionnée à Folie Douce, comme d'habitude, là, sur ta chronique. Mais il y a plusieurs ressources qui existent. Hein. Oui, donc l'ordre des psychologues, bien entendu. Et il y a aussi un site un peu plus orienté pour les adultes, c'est la ligne d'écoute d'entraide. Donc, si on vit un rejet très, très douloureux, on sent que ça va au-delà de la douleur d'une journée, on est vraiment très mal, on appelle entraide, ils vont
aussi nous orienter, vont déjà nous aider dans cette situation. Et pour la jeunesse, c'est l'organisme Love. Oui, merci beaucoup, Catherine Stassin. Donc, merci, Yvan. Toutes les références dans notre site antenne.qc.ca dans Mentionner à Folie Douce. Merci, Catherine, et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous syntonisez actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons au micro avec le sujet, la question que tu nous poses dans ton Espresso allongé. Êtes-vous dans la Lune? Êtes-vous dans la Lune? On a vu qu'on l'était. En fait, nous deux, on était un peu à l'occasion. Moi, je l'ai été beaucoup avant. Mais, mais je pense que tout le monde est dans la Lune, au moins. Ça arrive. Il y en a plus que d'autres. Oui. Mais je vais maintenant passer à un deuxième article qui s'appelle « À quoi ça sert d'être dans la Lune ?» C'est sur le site planètesanté.ch. Et on parle de planète, donc la Lune n'est pas une planète, mais ça reste dans l'atmosphère. C'est un corps céleste. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, c'est un article qui a été écrit par Mme Malka Gouzer, qui est journaliste, et Marianne Charifi, qui est psychologue et chercheuse à l'Institut Max Planck à Leipzig, en Allemagne. Alors, on nous dit, lorsque l'esprit vagabonde, il a tendance à ruminer les événements du passé, à s'inquiéter de l'avenir et à ne pas profiter du présent, nous dit Mme Charifi. Et là, s'ajoute-t-elle avec un léger soupir, en cas de vagabondage mental, l'homme est infiniment plus doué dans la production de pensées négatives que dans celle de pensées positives. En 2010, deux chercheurs de l'université de Harvard, Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert publièrent une étude intitulée « Un esprit errant est un esprit malheureux ». D'après les données récoltées chez quelques 2000 sujets, jusqu'à 50% de notre temps d'éveil, c'est beaucoup, serait consumé par cette errance mentale. Cette activité est particulièrement fréquente au travail et, inversement, rare lors d'activités sportives ou, tiens-toi bien, sexuelles. Ouais. L'étude montre aussi que plus on s'investit dans une action, quelle qu'elle soit, plus on retire de la satisfaction et d'alors du bonheur. Et au contraire, plus on passe du temps à être dans la Lune, plus on est malheureux. À ce jour, diverses études ont été menées sur le vagabondage mental de sujets dépressifs, de personnalités dites borderline, souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention, les fameux TDAH. Toutes confirment une comorbidité impliquant vagabondage mental et état dépressif. Mais nous ne vagabondons pas tous de la même façon. Madame Charifi nous dit « Le vagabondage mental des personnalités borderline, par exemple, se caractérise par une oscillation fréquente entre un état concentré et un état débranché. Leurs pensées balancent également rapidement entre des images reliées à soi et des images reliées aux autres. » En 2016, la docteure Charifi dirigeait la première étude sur le vagabondage mental. J'aime bien cette expression, le vagabondage. Ça semble plus positif. Ça semble quasiment... plus rigolo. Là. On a le goût, finalement, de vagabonder. Oui. Alors, ceci chez les personnalités narcissiques. À travers une série de tests mentalement vers le futur, générant des idées ou des images reliées à la notion du soi. Mme Charifi nous dit « La particularité de ces pensées auto-générées est d'être fréquemment de nature positive. Se projeter dans le futur est après tout un moyen de se donner espoir. » Elle continue en disant « Ces résultats confirment aussi l'hypothèse que les narcissiques cultivent une vision grandiose et nombriliste de leur être en se livrant fréquemment à des projections fantasmées de leur grandeur et de leur succès futur. » En revanche, lorsque leurs esprits vagabondent vers le passé, la notion du soi se fait rare et les ruminations négatives s'enclenchent. Son étude démontre également que les personnalités narcissiques vagabondent mentalement plus fréquemment que la norme. Aussi, 40% des sujets narcissiques souffrent à un moment ou à un autre d'une dépression, ce qui renforce à nouveau le lien entre état dépressif et le vagabondage mental. Plus généralement, être dans la Lune présenterait des bénéfices. Des études sont menées à l'Institut Max Planck par le docteur Daniel Margulies sur le lien entre créativité et vagabondage mental. Pour les besoins de l'étude, les participants sont répartis en différents groupes. Les personnes du groupe A doivent répondre immédiatement à une question donnée, tandis que celles du groupe B doivent répondre à la même question, mais après une période de vagabondage mental. Or, les réponses du groupe B s'avèrent plus innovantes que celles du groupe A.
Être présent, explique Marianne Charifi, a certes des avantages, mais cela reste un mode de fonctionnement limité. Prenez les vies de Nietzsche, du philosophe allemand Schopenhauer ou d'un Freud. Ils n'étaient peut-être pas les personnes les plus heureuses du monde. Néanmoins, ces trois hommes soutèrent à juste titre que l'expérience du vagabondage parvient à vous tirer hors de l'ici et du maintenant pour vous amener dans un monde qui est autre. Je ne pense pas non plus qu'Einstein serait parvenu à développer ces théories en étant resté continuellement présent. Et ça me rappelle que quand on lit sur la vie d'Albert Einstein, par exemple, on apprend que c'était un homme distrait, en effet, qui avait peut-être un peu une personnalité d'artiste, finalement. Ouais. Pour la psychologue, le problème n'est pas tant de trop ou de ne pas assez vagabonder, mais se trouve plutôt dans la valorisation excessive, voire maladive, que notre société donne à la quête du bonheur. Les pensées négatives et les états dépressifs ne sont-ils pas une partie intégrante de la nature humaine? Elle nous dit « Je rêve d'un monde plus tolérant envers les différents états émotionnels de chacun. » En conclusion. Oui, ce que je me rends compte, vraiment, on en conclut que c'est plutôt positif d'être dans la Lune, parce que c'est bien. Ce qu'on voit, c'est que ça varie selon les personnalités. Ouais. Il y a des gens qui, peut-être, je sais pas, les artistes, ou peut-être des gens qui écrivent, des écrivains. Qui arrivent avec un flash, quelque chose. Les compositeurs. Il y a peut-être plus besoin de décrocher. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'en faire avec ça si on tombe dans la Lune. C'est plutôt positif. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là. Êtes-vous dans la Lune? Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à te remercier, Pierre, pour ton travail en régie à l'émission. Bienvenue, mon cher. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé, tu nous as posé la question, tu t'es posé la question, êtes-vous dans la Lune? On a vu que c'était quand même positif d'être dans la Lune. Oui. Relativement. Ça semblerait que oui. Oui, mais je remercie notre invité et collaborateur en début d'émission, Bernard Saunier, qui est venu nous présenter son livre « Obsession parisienne ». J'ai hâte de lire ce livre-là. Toi aussi, je présume, Pierre. On a eu notre collaboratrice, Catherine Stassin, qui nous a amené son sujet dans sa chronique « Comment vivre le rejet ». C'est donc le rendez-vous de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.